Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Le Micro du Soir, la dernière avant la pause estivale. Et pour ce dernier entretien, je reçois Sylvain Moreau, journaliste et ancien correspondant à Bucarest de 2018 à 2021 pour divers médias francophones, l'agence France Presse, TV5 Monde, Le Soir, quotidien belge, ou Le Temps, quotidien suisse. Aujourd'hui, Sylvain Moreau vit en Bretagne, sa terre d'origine, où il travaille depuis un an au quotidien français Ouest France. Sylvain Moreau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous et je suis ravi de vous retrouver parce qu'on s'est bien connu quand vous étiez à Bucarest. Alors, j'aimerais que nous commencions cet échange, et c'est pour ça que j'avais envie aussi de vous inviter, disons que c'était un prétexte, en parlant de l'ouvrage que vous avez récemment rédigé et qui attend d'être publié avec un très beau titre, Les oiseaux du Chișmigiu, chronique de Bucarest, où vous décrivez les sensations que cette ville vous a données. Alors, d'abord, comment cette idée d'écrire ce livre est-elle venue et comment cette idée s'est imposée? Pourquoi cette nécessité d'écrire ce livre? Je ne sais pas si c'était une nécessité, mais je voulais garder une trace un peu de mon passage à Bucarest, de mon expérience, et puis parler d'une ville finalement qu'on connaît très peu hors de Roumanie. Depuis la France, déjà la Roumanie, c'est une idée assez floue. On a du mal à la placer sur une carte, donc la ville de Bucarest encore plus. Et puis on la voit. Ce que les gens connaissent en général, c'est la partie tourisme en 2, 3 jours, éventuellement les enterrements de vie de garçon, le tourisme, les bars du centre-ville, le palais du Parlement Et là, en rentrant, et l'architecture communiste, quoi. ouais, Et donc je excusez-moi, voulais montrer que c'est un peu plus complexe que ça. excusez-moi, je vous ai coupé. En rentrant, en France, vous vous êtes rendu compte que la Roumanie et Bucarest étaient toujours aussi mal connus ou un peu mieux connus? Euh, bah, je- J'avais l'espoir que ce soit un peu mieux connu, mais en partant en Roumanie, j'avais l'idée de faire du reportage justement pour qu'on parle plus du pays en profondeur, mais je me suis rendu compte que c'était compliqué aussi en tant que journaliste. Même on a beau faire des pieds et des mains pour vendre des articles, c'est toujours compliqué d'intéresser à la Roumanie. Et donc, de donner à voir la Roumanie telle que nous, on la ressent en vivant sur place, c'est toujours compliqué. En fait, j'avais l'impression, en proposant mes sujets, que les rédactions attendaient les sujets qu'elles auraient écrits depuis la France sans jamais avoir posé les pieds en Roumanie. C'est-à-dire des sujets plus ou moins basés sur les clichés, sur les idées préconçues sur la Roumanie. C'est un pays de l'Est, donc c'est pauvre. C'est un pays de l'Est, donc il y a de la corruption. C'est un pays de l'Est, donc il y a de la prostitution. Éventuellement, on connaît un peu Dracula, on connaît un peu, mais qui n'est pas écrit par un auteur roumain. Hmm. On connaît un peu la question des ours. Mais j'ai l'impression qu'autour de ces 4, 5 thématiques, au final, dès que je sortais de ces chemins-là, c'était tout de suite plus compliqué de vendre un sujet. Hmm. Je Donc, me rappelle, on en parlait quand vous étiez là de cette difficulté à faire passer certains sujets, mais ça dépendait aussi des rédactions, hein. Il y avait des rédactions qui étaient beaucoup plus ouvertes que d'autres. oui, oui, tout à fait. Il y en a oui, qui sont curieuses de tout et qui font confiance à leurs journalistes. Une personne sur place vaut mieux que moi dans mon bureau dans tel pays. Et donc, par exemple, moi, ce qui m'avait étonné, c'était les magazines religieux, les titres religieux. Donc, La Croix, mais pour qui je n'ai pas travaillé, mais Réforme. Ces titres-là, par exemple, ou Le Pèlerin prennent des sujets et sont ouverts à des thématiques que je n'imaginais pas. Enfin, en fait, c'était les seuls titres, souvent, qui répondaient positivement à des idées ou à des propositions de sujets dont tout le monde n'avait pas déjà parlé par ailleurs. Mhm. Et donc pour revenir à votre ouvrage, vous m'avez donné le privilège de le lire
en première main, je dirais, et enfin parmi d'autres lecteurs, hein, je suppose évidemment, et je l'ai beaucoup apprécié. Je me disais que même si moi, en étant à Bucarest depuis plusieurs années, les choses écrites ne m'étonnaient pas trop, même si elles étaient toujours très agréables à lire. Par contre, c'est un livre qui pourra agréablement surprendre et faire rire aussi des lecteurs novices qui ne connaissent pas Bucarest et la Roumanie. C'était aussi dans cet esprit-là, un petit peu en réaction à ce que vous n'avez pas pu faire dans vos correspondances, que vous avez écrit ce livre. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de donner à voir le Bucarest que j'ai connu et aussi, en fait, de faire un guide touristique, mais qui ne soit pas un guide touristique, c'est-à-dire pas avec une adresse, un lieu à aller voir, mais en donnant point par point des éléments, en m'intéressant à un bâtiment, en m'intéressant à une personne. Oui, les chapitres sont structurés non pas par géographiquement, mais par thématique, hein. Dans l'idée, il y a un peu le fil des saisons. En fait, ça commence avec mon arrivée à Bucarest et donc la découverte d'une nouvelle ville à l'étranger, l'installation à l'étranger, ce que ça peut comporter de différent, de surprenant. Et puis après, bah, c'est la découverte de la ville au fur et à mesure. Donc les lieux refuges, les lieux où on a l'habitude d'aller un peu par réflexe. Comment est-ce que ça se passe au supermarché? Comment est-ce que ça se passe au bureau de poste? C'est aussi le recyclage un petit peu de mes articles que j'ai pu faire sur place. Donc, il y a un reportage que j'ai pu faire pour Regard sur la chirurgie esthétique. J'ai essayé de reprendre les éléments que j'avais eus à l'époque, les interviews. Pareil pour un reportage pour Le Courrier en Suisse, sur le système de chauffage de Bucarest qui est très particulier avec l'eau chaude qui met très longtemps à arriver dans la douche. Puis après, à côté de ça, il y a de l'anecdotique, pardon, des rencontres, les batailles contre les cafards dans les appartements quand il fait un peu chaud et voilà. Donc l'idée c'était de mêler tout ça pour donner point par point une vision qui, à mon sens, ressemble au Bucarest que j'ai fréquenté pendant 3 ans. Mhm. Mais, je suis en train de me dire que vous avez aussi beaucoup photographié la ville et le pays. Est-ce que éventuellement un ouvrage plus photographique est à l'étude? Non, pas pour le moment. En fait, je pense que dans mes photos intéressantes, c'était celles pour les reportages. Le reste, c'était de la photo touristique. En fait, je n'ai pas passé une semaine avec une personne juste pour le plaisir de passer une semaine avec elle. Et je Mm. trouve que en photo, c'est plus superficiel ce que j'ai à raconter. Donc, j'ai des très belles jolies photos de la Roumanie, mais en dehors de quelques reportages dédiés à la photographie, pour moi, ils représentent pas la Roumanie dans son ensemble. C'est-à-dire D'accord. qu'il n'y a pas de portrait de Bucarestois euh, hors reportage justement et hors personne prise au hasard dans la rue. Et il me manque oui, des personnes qui puissent montrer davantage la vie en Roumanie, qu'est-ce que c'est aujourd'hui de vivre en Roumanie Mm. ou à Bucarest. Je pense Alors, que c'est en photo. ouais, on va revenir sur Bucarest et la Roumanie, mais maintenant j'aimerais qu'on parle un petit peu de votre présent et je suis personnellement très curieux de votre ressenti sur comment vous vivez votre métier de journaliste en France. Donc, comme je le disais en introduction, vous travaillez maintenant pour Ouest France, le quotidien Ouest France, qui, si je ne me trompe pas, est le quotidien qui a le plus grand nombre de lecteurs en France, c'est Ouais, ça? ça doit être ça, là, j'ai pas regardé les chiffres, mais je sais qu'à un moment, au début des années 2000, là où ça a dû être le plus haut, c'était 800 000 exemplaires quotidiens, il me semble. Et Mhm. là, ça doit être descendu à quelque chose comme 500 000 exemplaires quotidiens. D'accord. Et oui, donc vous travaillez pour Ouest France depuis que vous êtes donc vous êtes pas à Paris, hein, vous êtes basé en Bretagne, à Nantes, hein, je crois. À Rennes. À Rennes, pardon, excusez-moi. Et donc oui, quel est votre retour sur... alors maintenant, vous n'êtes plus un journaliste qu'on appelle pigiste, donc il travaille suivant les commandes ponctuelles qu'on pourra lui demander depuis Bucarest. Vous êtes un journaliste salarié, mais de façon générale, comment vous analysez la situation du journaliste de presse écrite généraliste en France?
Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a le côté, moi, pour moi, qui me pose le plus de souci en ce moment, c'est l'entrée sur le marché du travail, où en fait, ça fait 9 ans que je suis sorti d'école de journalisme et je vois que je ne suis toujours pas, j'ai toujours du mal à trouver du travail sur le long terme, en fait. Hmm. Je trouve du travail sans problème, mais c'est toujours des missions de quelques semaines, quelques mois, relativement courtes. Et ça, par exemple, je pense que c'est dû en grande partie pardon, aux formations dans le journalisme. En Roumanie, il y en a très peu, voire c'est quasiment inexistant des formations dédiées à ça. En France, il y a des écoles reconnues et il y a maintenant une foultitude de, de formations plus ou moins sérieuses à côté qui, qui coûtent très cher et en fait qui forment plein de journalistes, mais qui forment aussi un peu des communicants en même temps. Et ça fait un grand nombre de nouveaux journalistes tous les ans qui cherchent à travailler pour très peu de place et encore un nombre encore plus réduit pour des journaux sérieux, on va dire des journaux qui donnent envie de travailler pour eux. Donc, ça veut dire Mhm. des journaux qui ont des moyens de travailler, des journaux avec des équipes structurées, qui ont aussi des moyens de diffusion assez conséquents. Et en fait, pour moi, la première partie, pour les jeunes en tout cas, concerne cette entrée sur le marché du travail qui est très difficile. Et après, par contre, je pense que globalement, par rapport à la Roumanie, la France a un panel de journaux extrêmement large, des moyens financiers quand même, beaucoup plus conséquents. Il y a des aides aussi au journalisme. C'est ça, des aides de l'État. Et puis, c'est pareil en Roumanie, en fait, le lectorat des journaux est très restreint. En Mhm. France, il y a encore beaucoup d'abonnements, beaucoup de... Mhm. Et puis il y a des nouveaux médias qui se sont montés ces dernières années en C'est France, hein, très des jeunes médias. Mhm. C'est très dynamique. En fait, chaque fois qu'il y a une nouvelle plateforme numérique, il y a un nouveau média ou des nouveaux médias qui naissent. Donc, il y en a certains qui ne durent vraiment pas longtemps dans le temps Mhm. et d'autres qui s'imposent vraiment de façon beaucoup plus conséquente. Donc, enfin, comme le Huffington Post, Mediapart, des médias qui, par exemple, eux n'ont aucun support papier, mais qui ont réussi à s'imposer comme des médias sérieux en France. Mhm. Et donc, mais même si la situation reste pour vous encore un petit peu instable, votre envie de faire ce métier et de le faire en France ou peut-être ailleurs, je ne sais pas, elle est toujours elle est toujours au beau fixe. Oui, oui, tout à fait. Mais oui, encore une fois, il faut réussir à faire son trou. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps. Enfin, là, par exemple, pour faire du reportage en ce moment à Ouest France, pour moi, c'est très compliqué. Mais je sais que ça va arriver dans le temps. Et Mhm. donc, Il faut oui, persévérer, ouais. Mhm. Et qu'il y a des opportunités, notamment en France. tout à fait, oui. Mhm. Pour rester encore un petit peu en France, depuis que vous êtes, alors vous êtes parti donc de 2018 à 2021, vous étiez à Bucarest. Comment vous percevez la situation, je dirais, plutôt financière des médias de façon générale? On lit, enfin je lis depuis Bucarest qu'il y a, par exemple, un journal, un hebdomadaire comme le JDD, le journal du dimanche, qui est aujourd'hui face à quelques soucis parce qu'il y a un repreneur qui ne fait pas l'unanimité au sein de la rédaction. Il y a des exceptions, on va dire, peut-être, comme Mediapart que vous avez cité, ou Le Monde diplomatique, ou Le Canard enchaîné, qui semble-t-il, se porte très bien financièrement et seulement avec des abonnements. Donc il y a pas mal, les choses sont assez disparates, mais de façon générale, on a le sentiment que les grands médias, ils ont besoin, que les abonnements, c'est pas suffisant et qu'il y a besoin de financement derrière, que les aides de l'État, c'est pas suffisant et que c'est un métier, enfin, plutôt c'est un secteur qui demande de l'argent et qui a du mal à retrouver une dynamique économique. Est-ce que c'est votre sentiment? C'est un secteur, notamment pour la presse écrite, qui a un peu raté le virage numérique avec Internet. En fait, pour reprendre le cas de Ouest France, pendant très longtemps, les articles
étaient mis, enfin, produit par par les journalistes du journal, étaient tous mis gratuitement en ligne, en fait, quasiment. Et dans le même temps, on demandait aux lecteurs de payer pour avoir un journal papier, alors que si on savait faire une recherche Internet, on avait les mêmes infos gratuitement sur Internet. Donc il y a eu un virage comme ça qui a été raté. Il y en a beaucoup qui se sont repris. Donc là maintenant, par exemple, pareil pour parler du cas de West France, je sais que la hausse du coût du papier là sur un an correspond quasiment aux bénéfices que West France faisait sur l'année précédente. Donc ça veut dire que c'est énorme. Et donc, bah, forcément, les embauches sont gelées, les moyens des journalistes pour travailler sont réduits au minimum. Et donc, oui, dans le même temps, bah, il y a il y a enfin, ça, je pense qu'il y en a toujours eu du rachat de titres par des titres qui sont achetés par des milliardaires, par des associations, par des entreprises. Mais là, oui, avec, pour reprendre le cas Bolloré en ce moment, on voit aussi qu'il y a un changement dans l'idée que, bah, par exemple, Le Monde appartient aussi à des milliardaires, à Xavier Niel, appartenait à Laurent Berger. Euh, Avant, ils appartenaient à des milliardaires de la même façon, mais on voyait pas trop la patte du propriétaire de façon évidente. Peut-être un peu plus d'assaut avec Le Figaro. Mais là, par exemple, avec tous les médias rachetés par Bolloré, en fait, on voit que les rédactions du jour au lendemain changent de ligne éditoriale et en fait, le message politique, un peu à la façon de Fox News aux États-Unis, n'est même plus caché en fait de la dimension politique on va dire, ça fait un peu appareil de propagande en fait le fait que, bah oui, que du jour au lendemain, à la tête d'une rédaction, on installe quelqu'un qui est à l'extrême droite ou à la droite de la droite. Euh, ouais, quelque part, ça instaure un rapport aussi particulier avec les lecteurs dans le sens où bah, c'est des journaux, c'est des médias reconnus. Enfin, là, en ce moment, c'est Europe 1, c'est le JDD. C'est des médias reconnus dans leur nom, mais en fait, du jour au lendemain, ils changent de ligne éditoriale et en fait, toute la parole médiatique est remise en cause. On va dire le doute est jeté sur tous les médias en même temps. Et puis, il faut dire qu'auparavant, il y avait une diversité de ressources, hein, les publicités sur le papier coûtaient cher. Enfin, celui qui voulait avoir sa publicité dans un journal, enfin, il y avait un panel, il y avait les abonnements, les gens achetaient davantage les journaux dans les kiosques à journaux. Et c'est vrai que les journalistes vivaient de façon générale un peu mieux. Internet et l'économie du clic, hein, comme on l'appelle, c'est-à-dire, voilà, c'est avec les banners publicitaires qu'un journal gratuit pourra éventuellement vivre. Ça, c'était vrai il y a quelques années, mais aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. Enfin bon, il y a moins de diversité dans les financements possibles. Est-ce que vous diriez que le modèle miracle, ben, on l'a toujours pas trouvé? Encore une fois, exception faite à certains médias comme, on va le reciter, Mediapart ou Le Monde diplomatique, mais bon, ça patine toujours. C'est ce sentiment-là qui prédomine quand même. Oui, oui, de toute façon, là, en fait, ce qu'on voit, c'est que les ressources sont toujours aussi multiples, mais tout est réduit. Le lectorat est réduit, donc les coûts de la publicité, les revenus de la publicité sont réduits. Et en fait, on voit que comme ça, de cette façon, oui, la marge de manœuvre est toujours de plus en plus resserrée. Et dans le même temps, il faut toujours de plus en plus de rédactions, notamment pour la presse écrite, cherchent maintenant à passer sur le numérique avec en ayant un service vidéo, en ayant des services qui sont dédiés à Twitter, à TikTok, à Snapchat. Et en fait, bah, à un moment où on doit réduire les coûts, on les éparpille un petit peu aussi. On éparpille les journalistes sur sur plein de supports différents. Et à mon sens, enfin, je doute que ce soit vraiment la bonne solution. Oui, ça attire du clic. Il y a toujours, je sais pas le revenu pour un clic sur un article, mais il y a toujours ces revenus-là. Mais de l'autre côté, pour être plus attractif sur les sites internet, on a tendance à faire des titres un peu plus accrocheurs, un peu plus, enfin, on dit putaclic, mais un peu plus incitatif et en fait souvent au détriment du contenu réel de l'article. C'est-à-dire il faut que la forme soit belle,
mais le fond, on a tendance à le reléguer un peu, à mon sens, au deuxième ou troisième. Enfin, c'est plus la priorité. Avant, la Mm, priorité, c'était le fond. Maintenant, la priorité, c'est la forme. Il faut quelque chose de beau mm. qui claque, qui attire l'œil. Ouais, c'est la bataille de l'attention, hein. Il faut capter l'attention à tout prix, mais pour générer de la valeur à partir de là, c'est pas simple. On va revenir à la Roumanie. Euh, Aujourd'hui, je crois que vous avez l'intention de repasser par Bucarest, par la Roumanie. Après maintenant ces 3 années, non, excusez-moi, cela fait 2 ans que vous êtes parti à peu près. Quel est quel rapport, alors il y a cet ouvrage hein, dont on parlait, mais quel est le rapport que vous voulez entretenir avec le pays, ou peut-être pas, peut-être que vous n'avez pas envie d'entretenir de rapport particulier, mais qu'est-ce que, voilà, c'est quoi votre relation avec Bucarest et avec la Roumanie aujourd'hui? Bah, du coup, maintenant, c'est beaucoup plus distant que ce que ça a été. Et puis, je vois que plus j'avance dans le temps, plus c'est distant. C'est-à-dire que j'ai encore contact avec quelques personnes qui sont à Bucarest, mais j'avais notamment dans mon entourage beaucoup de Français. Puis c'est pareil, au fur et à mesure, j'apprends que tous les 6 mois, il y en a un ami qui est parti, lui aussi, qui est parti rentrer en France ou parti dans un autre pays. Des Français que vous avez connus à Bucarest notamment, la plupart sont repartis de Roumanie? Oui, c'est ça. Bah, en fait, c'était un peu comme moi, des jeunes professionnels dans différents secteurs. Et en fait, bah, ils ont fait 2, 3 ans un peu comme moi pour se faire la main dans leur métier, pour prouver qu'ils étaient capables de faire leur travail correctement. Là où ils auraient peut-être attendu un peu plus longtemps pour avoir des bons postes en France ou dans d'autres entreprises. Là, ils ont pu, en Roumanie, avoir accès à un peu ce que moi je suis venu chercher, c'est-à-dire du reportage de terrain, ouais, m'exercer à grande échelle et sur un vrai terrain de reportage et en même temps découvrir des nouvelles choses. À un moment donné, ils se sont un petit peu retrouvés face à certains obstacles pour progresser et qui les ont fait, bon, qui leur ont, comment dirais-je, ces obstacles qui ne leur ont pas permis de progresser et de continuer en Roumanie. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de rentrer, c'est Oui, ça? ou simplement parce que leur progression passait par une autre étape. Enfin, moi, pour mon cas personnel, c'était un peu ça. C'était si en Roumanie, en fait, j'avais l'impression que j'allais stagner parce que l'intérêt des médias était limité. Eux, c'était peut-être, on leur proposait des nouveaux postes plus intéressants qui se déroulaient parce qu'ils travaillaient aussi souvent pour des entreprises françaises, plutôt en France ou dans d'autres pays. Et donc, pour progresser, il fallait à nouveau changer de pays. Et en fait, oui, les seules personnes qui sont restées dans mon entourage, c'est les journalistes. Et eux encore, là en plus, enfin, ce n'est pas une chance, mais ont pu travailler avec la guerre en Ukraine parce que d'un coup, le regard des médias s'est tourné médiatique en France s'est tourné vers l'Ukraine et vers tous les pays qui l'entouraient, donc notamment la Pologne, la Hongrie et la Roumanie. Donc en fait, d'un coup on s'est dit ah il se passe quelque chose à l'est de l'Europe. Et donc là, les journalistes ont pu rester parce que justement ça donnait des reportages à faire, ça donnait les médias arrivaient en ayant déjà un intérêt pour le pays avant même que le sujet soit proposé. Donc après, si on a une idée de sujet original et qu'on se donne les moyens de faire du beau reportage, il y a matière à faire aujourd'hui en Roumanie. Hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque encore un petit peu de Bucarest ou de la Roumanie? Je croisais dernièrement des Français, des Parisiens qui me disaient que la ville, même si beaucoup la décrivent comme étant très stressante, ils disaient, eux, qu'ils la trouvaient très agréable et qu'il y avait une douceur de vivre. Je sais que vous l'avez connue, cette douceur de vivre que personnellement je ressens également. Est-ce que c'est ça ou autre chose qui éventuellement vous manque de temps en temps? Oui, si c'est ça, il y avait une forme de cocon en fait à être journaliste français à Bucarest. Ça veut dire on était dans
dans un petit monde fermé avec des. Oui, je trouvais c'était compliqué de travailler, mais il y avait par contre dans le rythme de vie une certaine quiétude, une sécurité, beaucoup de choses comme ça qui m'ont beaucoup plu. Et au final, à Rennes, je retrouve un petit peu ça aussi. Rennes est une ville beaucoup plus petite, mais du coup, j'avais aussi besoin de voir une ville plus petite parce que justement, il y a moins de monde, ça court pas dans tous les sens. Et en fait, à Bucarest, moi, ce que je voyais, c'était aussi la petite communauté française, les quelques Roumains que je connaissais aussi par ailleurs. Et tout ça, ça formait quelque part une petite bulle dans la grande bulle qui est Bucarest. Et ça, cette petite bulle me manque. Mais je commence à la retrouver à Rennes et justement, ouais, la douceur de vivre à la roumaine me plaisait bien. Je pense que le retour à Rennes, c'était bien pensé. Peut-être qu'à Paris, cette douceur de vivre, elle aurait été peut-être un peu plus difficile à retrouver, je ne sais pas. Ah, très clairement, sur la partie stress des grandes villes, je pense que Bucarest a participé à me vacciner. Avant d'être à Bucarest, je vivais à Paris. Et justement, là, je pense avoir vu deux grandes villes pendant assez longtemps pour maintenant avoir envie de quitter toute cette frénésie avec, oui, à Bucarest, c'est notamment la circulation, moi, qui qui m'a surpris pendant 3 ans. C'était sans commune mesure avec ce qui existe à Paris, je trouve. Et à Rennes, justement, cette partie-là, par contre, me plaît beaucoup plus à Rennes, c'est-à-dire tout peut se faire à pied, il y a quasiment pas de voiture. Et cette partie-là me plaît bien. Mais par contre, la vie sociale de Bucarest me manque. D'accord. J'aimerais terminer cet entretien par un peu votre ressenti sur ce qui s'est passé dernièrement en France, les émeutes. Alors, je ne sais pas si à Rennes, vous avez connu des journées, des nuits de violence. Alors, c'est une question un petit peu qui sera peut-être un peu compliquée pour vous, mais en tant qu'on va dire que journaliste, comment vous avez perçu ce moment-là en tant que journaliste ou en tant que, voilà, tout simplement résident français désormais? En tant que journaliste, quand il se passe des choses, c'est toujours intéressant de travailler dessus. Donc, à Rennes, ça a été relativement calme. Il y a eu quelques jours avec un peu la police qui sort dans les rues, quelques heures Mais, avec. pardon, excusez-moi Sylvain Moreau, je fais une petite parenthèse pour dire que voilà, comme la plupart des auditrices, auditeurs le savent certainement, il y a eu des émeutes en France suite au décès d'un jeune de 17 ans après une interpellation policière. Tout à fait. Et les émeutes, à mon avis, se sont beaucoup centrées à Paris, donc là où il y a le plus de médias. Donc, ça a eu plus de retentissement, à mon sens, pour ça. Mais je crois que dans les autres villes, il y a eu enfin, c'est sûr qu'il y a eu des heurts. Mais par exemple, à Rennes, où juste avant, il y a eu des manifestations contre la réforme des retraites, il me semble que la contestation contre la réforme des retraites était beaucoup plus violente, beaucoup plus visible aussi, parce qu'en plein centre-ville. À Rennes, ça a été des tirs de feux d'artifice en banlieue. Il y a eu quelques bâtiments ou bêtes de bus qui ont brûlé, mais il n'y a pas eu je crois pas qu'il y ait eu de débordement notable au-delà de ça. Mais par contre, après, moi, en tant que journaliste, ce qui m'a marqué, oui, c'est le traitement médiatique en fait de ces émeutes, c'est que en fait, notamment par les réseaux sociaux, je voyais le travail des autres journalistes et en fait, je voyais que tout le travail était sans cesse remis en cause, que ce soit par les émeutiers ou les gens qui vivaient enfin, qui étaient concernés et qui soutenaient les émeutes, on va dire, et surtout par la sphère politique, par d'autres médias, par du complotisme. En fait, tout a été sujet à critique et à attention. Et ça, c'est plus sur ce côté-là que ça m'a surpris. Je vois la tension qui monte en France, mais je trouve qu'on a passé en quelques semaines à un cap énorme. Et là, j'avoue que le métier de journaliste me semble d'autant plus important dans ces moments-là, mais il va être aussi de plus en plus dur à exercer de façon sereine
Et oui, de ce côté-là, ça m'inquiète un peu. Oui, parce que vous avez, ce que j'essaie d'interpréter aussi par rapport à ce que vous dites, c'est que il y avait une vision parfois un peu manichéenne, hein, des choses. Enfin, vous me direz si je me trompe, hein, il y a d'un côté les gentils, d'un autre les méchants, alors que la situation est compliquée et elle doit être perçue avec des nuances et beaucoup de recul, avec de la perspective. Et donc, comme vous le dites, le travail du journaliste est d'autant plus important dans ces circonstances. C'est ça, oui, on a son absence, sur beaucoup de sujets, absence totale de juste milieu et d'équilibre et oui, de nuances. C'est ça, en fait, moi, je trouve que de plus en plus, on voit en France un lectorat qui, si on va pas dans son sens, le journaliste ment. Si ça ne raconte pas l'histoire que nous, on a prévue ou qu'on imagine être vraie, c'est qu'il y a un mensonge quelque part et c'est constamment remis en cause par le lectorat, mais aussi par les politiques qui cherchent maintenant à contrôler leurs paroles, à contrôler. Enfin, ils donnent une interview, puis après, ils veulent recorriger pour, euh, pour adoucir ce qu'ils ont dit, alors qu'ils ont tenu certains propos. Et on est tout le temps dans le contrôle et tout le temps dans l'excès, oui, à vouloir créer la polémique un peu sur tous les sujets et Mhm. au-delà du raisonnable. Sylvia Moreau, je vous remercie d'avoir été avec nous. Peut-être que j'aurai et qu'on aura le plaisir de vous retrouver en terre roumaine. Oui, bah, j'espère. Ce sera un vrai plaisir de vous retrouver. Merci une nouvelle fois d'avoir participé à cette dernière émission. J'avais envie de vous inviter pour cette dernière avant la pause estivale. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite un bel été. On se retrouve en septembre. Et voilà, d'ici là, soyez prudents, notamment sur les routes, et reposez-vous bien pour ceux qui ont la possibilité de se reposer. Merci à vous, Week-end Placoute, au revoir.